Depuis des temps immémoriaux, l'homme observe les orages avec un mélange de crainte et de fascination. Les éclairs qui déchirent le ciel nocturne, symbole de la puissance brute de la nature, ont longtemps nourri les mythes et les légendes. Mais que se passerait-il si ces manifestations électriques, que l'on croyait cantonnées aux basses couches de l'atmosphère, s'aventuraient bien plus haut? Je suis Pierre Amoros, bienvenue dans l'infini dans un grain de sable. Au milieu du XXe siècle, des rapports d'aviateurs, souvent réticents à partager leurs observations par crainte d'être décrédibilisés, ont commencé à évoquer des phénomènes lumineux insolites au-dessus des cumulonimbus. Ils décrivaient des sortes d'éclairs étranges jaillissant du sommet des nuages d'orage pour s'élancer vers le ciel comme des fusées. Parfois, ils prenaient la forme de colonnes lumineuses évoquant des geysers d'électricité ou encore celles de feux d'artifice roses et éphémères illuminant la haute atmosphère. Ces témoignages, d'abord anecdotiques, ont fini par attirer l'attention de certains scientifiques. Étaient-ils sur le point de percer un nouveau mystère de l'atmosphère, de découvrir une facette inconnue de la foudre? La réponse est oui. Dans cet épisode, nous allons approcher les éclairs les plus discrets. Ces phénomènes sont si difficiles à percevoir qu'ils ont été complètement ignorés par les savants jusqu'à la fin du XXe siècle. Nous commencerons notre voyage en prenant la direction des cieux, où nous étudierons les éclairs de haute altitude, plus couramment appelés phénomènes lumineux transitoires. Farfadets, elfes, jets bleus, gnomes et pixies, pour en citer quelques-uns de ce bestiaire des hauteurs. Ensuite, nous reviendrons à l'intérieur des cumulonimbus pour aller à la rencontre d'éclairs invisibles. Nous verrons qu'un orage peut faire office d'accélérateur de particules, créer de l'antimatière et provoquer d'étranges flashs de radiation. Nous finirons sur les décharges nuageuses compactes, des événements très brefs et localisés qui, s'ils sont invisibles à l'œil nu, génèrent plus d'ondes radio que les éclairs les plus puissants. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes cantonnés à la couche la plus basse de l'atmosphère, la troposphère. Nous allons maintenant voir que les couches supérieures, c'est-à-dire la stratosphère et la mésosphère, hébergent aussi des phénomènes électriques que l'on peut appeler éclairs. Ces éclairs de haute altitude, on les nomme phénomènes lumineux transitoires. Au-dessus de la fureur des orages, là où le ciel rencontre l'espace, se cachent des formes éphémères. Leur danse rougeoyante, aussi brève qu'intense, est un mystère qui fascine les scientifiques depuis des décennies. On les appelle farfadets ou sylphes rouges. Observés de manière sporadique par les alpinistes et les aviateurs, il fallut attendre juillet 1989 pour qu'ils soient capturés de manière accidentelle par une caméra à faible luminosité pointée sur le dessus d'un orage. Les farfadets sont des éclairs, ils prennent naissance entre 80 et 145 km d'altitude, en pleine mésosphère. Ils apparaissent généralement par groupes de 2 ou 3 et prennent la forme de méduses avec des filaments surmontés d'arcs qui pendent vers la Terre. Ils ont une durée de vie très courte, allant de quelques millisecondes à quelques centaines de millisecondes pour les plus longs. Arborant des tons rouge-orangé, les farfadets sont faiblement lumineux. Ils sont aussi brillants qu'une aurore boréale de moyenne intensité, ce qui les rend visibles à l'œil nu, adaptés à l'obscurité. Cependant, en pratique, leur très courte durée de vie et leur rareté les rendent difficiles à observer depuis le sol. Le principe qui provoque leur naissance est le suivant. L'énergie qu'il faut pour qu'un éclair se forme dépend de la pression atmosphérique. Plus celle-ci est basse, moins il faut d'énergie pour qu'un éclair apparaisse. Quand un éclair particulièrement puissant secoue le nuage d'orage, le fort champ électrique qu'il provoque s'étend vers le ciel. À mesure qu'il s'élève, la pression atmosphérique diminue, jusqu'au point où ce champ électrique déchire l'air ténu et provoque la formation d'un éclair secondaire à très haute altitude. C'est un farfadet. Cependant,
À une telle altitude, cet éclair n'a pas les mêmes propriétés que la foudre commune. La pression de l'air basse ne permet pas la formation d'un canal ionisé et lumineux, le canal précurseur que nous avons vu aux épisodes précédents. Il n'y a pas non plus de décharge retour qui caractérise si bien les éclairs courants. Le farfadet n'est composé que de filaments ou traceurs, des avalanches d'électrons qui se propagent dans deux directions, le haut et le bas. Le fait qu'ils se propagent mieux vers le sol leur donne souvent une forme de carotte. Leur couleur rouge-orange est due à l'azote présent dans l'air. Mais ils ne sont pas les seuls phénomènes que les forts champs électromagnétiques produits dans le cumulonimbus créent dans la haute atmosphère. La décharge retour, qui constitue la part visible d'un éclair au sol, émet une impulsion électromagnétique. Si celle-ci est suffisamment forte, elle interagira avec l'ionosphère en y chauffant et accélérant les électrons qui s'y trouvent, ce qui la rend lumineuse pendant un bref instant. L'ionosphère, c'est cette couche conductrice de l'atmosphère terrestre située entre 60 et 1000 km d'altitude, et qui joue un rôle clé dans la propagation des signaux radio. Ces brèves illuminations de l'ionosphère se nomment elfes. Les elfes forment des anneaux lumineux ou disques en expansion circulaire, résultant de l'intersection de la basse couche plane de l'ionosphère avec l'onde sphérique en expansion de l'impulsion électromagnétique créée par la foudre. Faiblement lumineux, un elfe peut atteindre 400 km de diamètre et ne dure qu'1 à 5 millisecondes. Ils sont plus fréquents au-dessus des océans, de par la plus grande puissance des éclairs qui y sévissent. Les elfes constituent l'un des éclairs de haute altitude le plus commun. Mais maintenant, redescendons juste au-dessus du nuage d'orage, car de surprenants phénomènes illuminent les cieux, se projetant vers les hauteurs comme des fusées. Le premier d'entre eux en termes de puissance est le jet gigantesque. L'air, au-dessus des orages, apparemment calme, peut cacher des décharges électriques massives et mystérieuses qui s'étendent vers le haut, reliant le sommet des nuages à l'ionosphère, comme si le ciel lui-même était frappé par la foudre. Ce type de décharge se nomme jet gigantesque. Relativement rare, le jet gigantesque émerge au sommet d'un nuage d'orage et prend la forme d'un jet lumineux qui devient de plus en plus diffus à mesure qu'il grimpe. Pendant son ascension vers les hauteurs, sa couleur change du bleu au rouge-orange à cause de la moindre pression de la haute atmosphère. Son sommet possède des similitudes avec un farfadet et sa durée de vie ne dépasse pas une seconde. Les jets gigantesques semblent naître d'un éclair à l'intérieur du nuage entre les zones de charge négative moyenne et positive supérieure. L'éclair, au lieu de se décharger dans le nuage, s'échappe vers le haut, jaillissant du nuage et se propageant en direction de l'ionosphère et peut monter jusqu'à 90 km d'altitude. Un autre phénomène, ressemblant au jet gigantesque, existe en version miniature, un jet bleu. Formant un cône diffus bleuté qui peut s'élever jusqu'à 40 km d'altitude, le jet bleu ne dure pas plus de 300 millisecondes. Bien plus bref que le jet gigantesque, le jet bleu est aussi plus rapide. Sa vitesse ascensionnelle est estimée à une centaine de kilomètres par seconde. Comme son grand cousin, le jet bleu est probablement un éclair conventionnel qui s'étend en direction des hauteurs, où les conditions atmosphériques influent et changent son apparence, l'air raréfié ne permettant plus la formation d'un canal conducteur ionisé comme c'est le cas dans la basse atmosphère. Les démarreurs bleus sont des versions avortées des jets bleus, plus courts et plus brillants que ces derniers, ils n'atteignent qu'une vingtaine de kilomètres d'altitude. Enfin, les observations récentes ont mis en lumière de nouveaux éclairs de haute altitude, les gnomes et les pixies. Les gnomes, encore mal compris, ressemblent à des petits pics de lumière brillants qui jaillissent verticalement du sommet de l'enclume d'un nuage d'orage. Ne durant que quelques microsecondes, ils mesurent près de 200 mètres de diamètre et s'élèvent guère plus qu'1 kilomètre au-dessus du sommet du cumulonimbus. Enfin, les pixies forment de petits flashs bleu-violacés au sommet du nuage d'orage et ne durent qu'une dizaine de millisecondes. On sait très peu de choses à leur sujet pour l'instant. Si les sommets du nuage d'orage abritent d'étranges phénomènes, le cœur du cumulonimbus cache bien des mystères. L'un d'eux est qu'il agit, dans certains cas, comme un accélérateur de particules.
Imaginez un nuage d'orage chargé d'une énergie électrique colossale. Dans ce milieu tumultueux, des particules invisibles, les électrons, sont accélérés à des vitesses proches de la lumière par des champs électriques intenses. Ces électrons, dits relativistes, car leur vitesse est si élevée qu'elle nécessite la prise en compte de la relativité d'Einstein, percutent violemment les molécules d'air. Lors de ces collisions, ils transfèrent une partie de leur énergie à d'autres électrons, créant ainsi une réaction en chaîne, une avalanche d'électrons relativistes. Ce processus se propage à une vitesse fulgurante, multipliant le nombre d'électrons relativistes de façon exponentielle. Ces particules énergétiques, en étant freinées par l'air, émettent des rayonnements de haute énergie, comme des rayons X et des rayons gamma, habituellement associés à la radioactivité. Ces rayons peuvent prendre la forme de lueurs invisibles émanant du cœur du nuage d'orage et qui peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Pour rappel, la lumière, qui est une forme d'onde, n'est pas toujours visible pour l'œil humain. Cela arrive par exemple si sa fréquence est trop haute, la lumière est en quelque sorte trop aiguë pour être vue. Au-delà se trouvent les rayons ultraviolets, les rayons X et enfin les rayons gamma. Ces rayonnements sont très énergétiques et sont généralement néfastes pour les êtres vivants. Bien souvent émis par des éléments radioactifs, on peut être surpris de les trouver en plein cœur d'un orage. Heureusement, l'air fait office de bonne protection contre ces rayons dangereux et le phénomène est à peine perceptible depuis le sol. Habituellement, au niveau du sol, les niveaux de radiation émis par ces lueurs gamma sont 10% plus élevés que le niveau normal. Cependant, des relevés pris dans des conditions particulières, comme en montagne ou sous un orage d'hiver, qui est plus bas qu'un orage d'été, peuvent montrer des niveaux de radiation jusqu'à 70 fois plus élevés que le niveau normal. Mais ce n'est pas tout, car les avalanches d'électrons relativistes sont la cause de phénomènes encore plus violents, les flashs gamma terrestres. Explosions invisibles d'énergie pure jaillissant des entrailles du cumulonimbus, ces bouffées de rayons gamma sont si puissantes qu'elles sont détectables depuis l'espace. Ces flashs gamma terrestres sont parmi les phénomènes les plus énergétiques de notre atmosphère. Ils durent moins d'un millième de seconde, mais leur intensité dépasse de loin celle de n'importe quel éclair visible. Voyageant à une vitesse proche de la lumière, les électrons percutent les molécules d'air et déclenchent une cascade de réactions qui libère une énorme quantité d'énergie sous forme de rayons gamma. Le choc est si violent qu'il peut arracher des neutrons, briques du noyau des atomes de l'air, ou encore créer de l'antimatière sous la forme de positrons. Bien que nous ayons commencé à percer les secrets de ces flashs gamma, de nombreuses questions demeurent. Comment les champs électriques des orages deviennent-ils suffisamment intenses pour déclencher ces avalanches d'électrons? Quel est le lien précis entre les flashs gamma terrestres et les éclairs que nous voyons? Ces flashs représentent-ils un danger pour le transport aérien? Leur étude nous offre une nouvelle fenêtre sur la puissance cachée des orages et nous rapproche de la compréhension des mystères les plus profonds de notre atmosphère. Avant de finir, il est juste de mentionner une autre forme d'éclair invisible, les décharges nuageuses compactes. Cette fois-ci, ces éclairs nous mènent de l'autre côté du spectre électromagnétique, en deçà du visible et particulièrement dans le domaine des ondes radio. Il est normal que les éclairs visibles émettent des ondes radio puissantes, mais parfois une intense activité électrique se produit sans lumière visible. Ces phénomènes, appelés décharges nuageuses compactes, génèrent des émissions radio très fortes et de haute fréquence, bien plus intenses que celles des éclairs classiques. Ces décharges, très brèves, se produisent à haute altitude dans le nuage d'orage. Leur taille compacte, avec un canal d'environ 1 km, les distingue des éclairs classiques. L'absence d'émission de lumière visible reste mystérieuse. Certains modèles suggèrent qu'un canal conducteur, similaire à celui des éclairs, permet le passage d'un courant intense qui produit ces ondes radio. Mais la faible luminosité observée contredit cette idée. Une autre théorie propose que ces décharges seraient déclenchées par les interactions entre des rayons cosmiques et des avalanches d'électrons relativistes, un phénomène déjà discuté. Cependant, cette théorie n'explique pas entièrement l'intensité des émissions radio.
Les décharges nuageuses compactes, avec leur nature furtive et leur puissance radio exceptionnelle, demeurent un sujet de recherche active pour les scientifiques qui cherchent à percer les secrets de l'activité électrique des orages. Thème récurrent des précédents épisodes, les éclairs nous montrent qu'un phénomène relativement courant peut encore cacher de nombreux mystères. Les phénomènes électriques associés à l'orage s'étendent dans la haute atmosphère sous la forme de brefs et d'impressionnants éclairs. Peut-être de nouvelles formes de décharges de haute altitude attendent d'être découvertes. L'intérieur des nuages, lui aussi, abrite des phénomènes invisibles d'une très grande puissance. Il y a plusieurs décennies, personne ne pouvait se douter que le nuage d'orage crée des jets de particules si puissants qu'ils peuvent émettre de copieuses quantités de rayons gamma ou créer de l'antimatière. En conclusion, et c'est un constat que l'on fera souvent sur cette chaîne, nous pouvons affirmer que le monde qui nous entoure est beaucoup plus étrange et merveilleux que l'image et les cartes que l'on se fait de lui. La science progresse bien souvent par la découverte d'anomalies, qui mettent en défaut les modèles théoriques et nous forcent à voir au-delà de notre imagination. De manière générale, on ne peut que déplorer que la communauté scientifique n'ait pas adopté une approche plus proactive sur la recherche d'anomalies et semble préférer aux observations des modèles scientifiques bien souvent imaginaires. Il aura fallu près d'un siècle d'observations anecdotiques d'éclairs de haute altitude pour que ces phénomènes aient l'attention des chercheurs. Et quand cela est enfin arrivé, ce n'était que par pur hasard. Après tout, n'existe-t-il pas d'autres phénomènes, rapportés par de nombreux témoins, dont des pilotes, qui pourraient être d'une grande valeur scientifique, s'ils étaient étudiés avec une plus grande attention ? Dans le prochain épisode, le dernier de notre série sur les éclairs, nous irons à la rencontre du plus mystérieux de tous les phénomènes orageux connus de l'homme, la foudre en boule. À présent, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et vous dis à bientôt pour le prochain.